Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette troisième session de l'accélérateur PME. Cette troisième session aura pour thème la décarbonation des entreprises. On va tout de suite débuter. Donc, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Donc, je serai accompagné d'Anne-Sophie Six. Bonjour. Bonjour à tous. Renat Silla nous rejoindra un peu plus tard pour l'atelier. Comme à chaque fois, quelques conseils avant de débuter. N'hésitez pas à poser vos questions. C'est une session qui se veut très interactive et collaborative. Donc voilà, soit levez la main et je vous donnerai la parole, soit posez vos questions directement dans le chat. Si possible, essayez d'allumer votre caméra, c'est toujours plus sympathique. Voilà, essayez de garder un environnement de travail assez calme, évidemment. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette troisième session qui aura pour thème la décarbonation de l'entreprise. Et donc, nous verrons la suite du programme en fin de session, évidemment. Donc aujourd'hui, comme à chaque fois, deux temps. Un premier temps de formation théorique et pratique sur les bases du sujet. Nous verrons justement pourquoi le climat se dérègle, comment agir en entreprise. Et comme à chaque fois, nous aurons un temps de questions-réponses en fin de première partie de session. Et en deuxième partie, un atelier en sous-groupe d'entreprise avec une activité comme à chaque fois, d'abord un temps individuel, un temps en sous-groupe et une mise en commun en plénière, évidemment. Donc, les objectifs de la session sont triples. Premièrement, mieux comprendre les fondamentaux du changement climatique, comprendre pourquoi le climat se dérègle. Deuxièmement, découvrir les étapes clés d'une stratégie climat, comment agir en entreprise, étape par étape. Et enfin, découvrir des subventions et des financements publics. C'est parfois le volet qui bloque le plus l'action des PME. Donc voilà, je vous donnerai quelques conseils, quelques recommandations sur la façon dont vous pouvez financer vos actions et vos démarches. On va tout de suite débuter avec justement les bases du changement climatique, les bases physiques évidemment. Donc voilà, la slide de départ est assez synthétique, mais c'est pour expliquer justement le phénomène global, à savoir pourquoi le climat se réchauffe. En fait, c'est en lien avec un effet naturel, mais que vous allez voir va être accentué par l'homme, qui s'appelle l'effet de serre. Donc l'effet de serre, ça peut être schématisé en trois étapes. Première étape, et tout le monde le sait, je pense, le Soleil nous envoie un rayonnement vers notre planète. Deuxième étape, il y a une fraction de ce rayonnement qui est directement absorbée par la Terre, ce qui a pour conséquence de la réchauffer directement. Et il y a le reste du rayonnement, en fait, qui est réfléchi par la surface de la Terre. C'est un effet qui s'appelle l'albédo. Vous le connaissez peut-être, vous en avez peut-être déjà entendu parler dans les médias. Et troisième étape, une partie du rayonnement réfléchi par l'effet d'albédo est absorbée par certains gaz qui se trouvent dans l'atmosphère et réémis ensuite vers la surface de la Terre, ce qui mène justement la Terre à se réchauffer davantage. Et donc voilà, c'est vraiment ça l'effet de serre, c'est cette troisième étape. L'effet de serre, c'est un phénomène, je l'ai dit, tout à fait naturel. Sans effet de serre, la Terre serait environ à moins 18 degrés. Il n'y aurait pas d'eau liquide, par exemple. Donc voilà, la vie est possible grâce à l'effet de serre, mais on verra que l'homme et les activités humaines ont fortement accentué cet effet de serre naturel. Donc, voici justement le graphique le plus parlant à ce sujet, des graphiques du GIEC, de leur rapport de 2021, qui montre assez clairement, vous le voyez sur le graphique de gauche, la variation des températures moyennes sur Terre. Donc on voit que la variation est assez stable dans le temps jusqu'au début des années 1800, et ensuite une très forte accélération de cette variation, et même une augmentation de la température moyenne sur Terre depuis les années 1800-1850, en lien évidemment avec la révolution industrielle et donc les émissions de nombreux gaz à effet de serre liées aux activités humaines. Graphique de droite aussi très intéressant. Vous avez justement un graphique qui permet de contrecarrer ou de contre-argumenter les discours ou les récits climato-sceptiques. En fait, vous avez en vert la variation de la température moyenne qu'on aurait constatée avec des facteurs uniquement naturels, cycle solaire, cycle volcanique, etc. Et vous avez en brun, orange, marron, la variation qu'on constate. Donc on voit bien une décorrélation et donc une variation qui ne s'explique pas uniquement par des phénomènes naturels, mais qui s'explique évidemment aussi avec des activités humaines. Un chiffre à retenir, la décennie 2014-2023 était 1,2, 1,20 degrés plus chaude que la période 1850-1900. Ça peut paraître assez peu, mais c'est considérable, on le verra, avec des effets qui peuvent être irréversibles et catastrophiques. Il y a une métaphore que j'aime beaucoup, c'est un peu comme de la fièvre. Si vous avez 1 degré supplémentaire, vous avez mal à la tête, vous êtes alité. 2 degrés supplémentaires, vous êtes vraiment très mal. 3, 4 degrés supplémentaires, vous êtes à l'hôpital et votre
comment dire, votre vie est parfois mise en danger. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses. 1 degré supplémentaire, ça peut paraître très peu, mais c'est en fait déjà énorme. Sur les effets de serre, sur les gaz à effet de serre, excusez-moi, il y en a de plusieurs types. On a ici justement un schéma qui en montre les évolutions depuis 1990. Premier constat, on voit que c'est une évolution croissante permanente. Donc la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère liée aux activités humaines n'a jamais cessé de baisser, sauf à quelques exceptions près. On pourrait parler du Covid par exemple. Et ce qu'on constate, c'est justement dans ces effets de serre, il y a 2 tiers, grosso modo, des émissions qui sont liées aux émissions de carbone, de CO2. Donc les effets de serre, je vous les affiche tout de suite. On a le dioxyde de carbone, le CO2, qui est associé, lié à la combustion des énergies fossiles, pétrole, charbon, gaz, etc. Il y a d'autres facteurs également. Le méthane, qui est notamment lié aux activités agricoles. Et après, d'autres gaz à effet de serre moins connus, mais qui ont également un impact sur le climat. Un chiffre à retenir aussi, si vous le souhaitez. En 2019, les activités humaines ont rejeté 59 milliards. Si vous préférez, on peut arrondir à 60 milliards pour une meilleure mémoire, en tout cas mieux le retenir, tonnes d'équivalent CO2. La tonne d'équivalent CO2, vous verrez qu'on en parlera pas mal. C'est une unité de mesure très pratique parce que ça permet justement de comparer les différents gaz à effet de serre entre eux. Et pour mes mots, une tonne d'équivalent CO2, c'est le pouvoir de réchauffement d'une tonne de CO2. Donc, comme ça, on peut comparer différents gaz à effet de serre entre eux, c'est très pratique. Notamment dans le cas du bilan carbone, on le verra. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque tonne de gaz à effet de serre compte. Il y a une corrélation très forte entre les émissions de gaz à effet de serre et ici, vous voyez, de CO2 et la hausse de la température moyenne sur Terre. Donc, voilà, encore une fois, un graphique parfait à montrer à des climato-sceptiques peut-être. Et vous avez en couleur les scénarios possibles qui sont envisagés par le GIEC. On en parlera aussi un petit peu. En tout cas, ce qu'il faut retenir de ce graphique, c'est corrélation entre les gaz à effet de serre, ici le CO2, et la hausse de la température moyenne sur Terre. Donc voilà, on va déjà prendre peut-être quelques questions si vous en avez avant de passer à la suite. Mais comme ça, on a déjà posé les bases. Je pense que c'était peut-être de la redite pour pas mal de personnes, mais comme ça, on est tous au même niveau. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie ou est-ce que c'était clair? On déduit que c'était clair. Alors, on va voir maintenant les tendances. Et vous allez être mis à contribution. Vous allez voir que cette partie est assez interactive. Il y aura pas mal de questions auxquelles vous devrez répondre. Donc, vous le savez peut-être, mais en 2015, il y a eu un accord, les accords de Paris, qui a engagé les pays, les États membres des Nations Unies à justement faire des efforts, mettre en place des actions pour essayer de limiter le réchauffement climatique d'ici 2100. Donc la question que je vous pose, c'est est-ce que c'était limiter le réchauffement climatique d'ici 2100 à 1,5 degré de préférence 1,3, 2 degrés de préférence 1,5 ou 3 degrés de préférence 2 degrés? Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir et pour y répondre dans le chat. Alors, Élise nous dit deuxième option. Donc, OK, vous êtes tous sur l'option 2 a priori. Option 1 ou 2? Option 2. Ah, bravo, c'est bien l'option 2. Donc, les fameux accords de Paris, on en parlera aussi un petit peu et voir comment les entreprises peuvent y contribuer à leur échelle. Là, c'est un graphique très parlant que j'ai souhaité vous montrer. C'est tiré du GIEC. La source est mauvaise, je la corrigerai pour le support que je vous enverrai. Et en fait, on va s'y attarder un petit peu vu que c'est vraiment très parlant. Vous avez en abscisse une frise chronologique, donc voilà, de 2010 à 2060, assez simple à comprendre. En ordonnée, la quantité de gaz à effet de serre émise chaque année. Donc on retrouve nous environ 60 milliards de de tonnes équivalent CO2 en 2019-2020. Vous avez en noir la tendance historique constatée. Et en pointillé, vous avez en fait la trajectoire possible anticipée en prenant en compte les engagements des États. Donc, vous savez, les États ont mis en place des plans d'action, se sont engagés sur certains objectifs et donc vont réduire leurs émissions, ou en tout cas anticipent ou ambitionnent de réduire leurs émissions d'une certaine quantité. Donc en prenant en compte ces ambitions, voici la tendance qu'ils seraient susceptibles, qu'on serait susceptible de suivre estimé par le GIEC. Si on ne prend pas en compte les engagements des États et qu'on suit uniquement la tendance historique, c'est une frisque, enfin une droite, une tangente qui va droit vers le haut.
Et en fait, la question qui est intéressante à se poser, c'est de savoir si la tendance pointillée, donc la tendance actuelle en prenant en compte les engagements des États, est compatible avec un scénario 1,5 et un scénario 2 degrés, et donc est compatible avec le respect des accords de Paris. Sans plus attendre, voici la réponse qui est négative. En fait, voici les deux tendances qu'il serait nécessaire de suivre pour limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés et pour le limiter en dessous de 1,5. Donc, vous voyez que il y a encore un très gros gap, très gros écart entre ce qu'il est peut-être anticipé ou la tendance vers laquelle on se mène et les tendances nécessaires pour respecter les accords de Paris. Graphique très intéressant et un peu angoissant. Voilà, sur les scénarios possibles, donc on l'a dit, les accords de Paris, c'est essayer de maintenir, de contenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés et faire des efforts contenus et soutenus pour le limiter à 1,5 degré d'ici 2100. Le scénario privilégié par le GIEC, il y en a plusieurs qui sont élaborés par le GIEC. Vous voyez qu'il y a des scénarios catastrophes avec une augmentation de la température à 5 degrés, d'autres scénarios qui sont en ligne avec les accords de Paris. Un scénario probable, c'est un scénario médian à environ 2,8 degrés, 3 degrés de réchauffement d'ici 2100. Oui, je vois Laetitia, vous avez une question. Allez-y. Oui, est-ce qu'on peut retourner juste sur le graphique précédent, s'il vous plaît? Mhm. Euh, donc du coup, là, INDC et NDC, ça voulait dire quoi? Enfin, du coup, le petit segment, la rouge. C'est le facteur d'incertitude. En fait, il y a des Ah, plans nationaux qui sont élaborés par les pays, qui sont soumis au GIEC et à ces organisations affiliées, et donc qui sont étudiés justement par les scientifiques. Et donc, il y a un gros facteur d'incertitude, évidemment. Voilà. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que même en prenant en compte les engagements des États, on n'est pas dans les clous des accords de Paris. d'accord. Donc en fait, donc le rose, c'est enfin, par rapport à ce que les États annoncent, Oui, et on a une incertitude vers le haut ou vers le bas, c'est ça? tout à fait. INDC et NDC, ça veut dire quoi? C'est indice de... C'est les plans volontaires de contribution, je crois. Je ne sais plus l'acronyme en Ah, anglais, mais d'accord. c'est ça. Oui, 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 d'accord, ok. Ok, très bien. Merci. Et parce qu'en bas, oui, c'était LULUC, le excluding LULUCF. C'est quoi Alors ça, en bas à gauche? j'aurais pas LULUCF. la nuance, mais je vous enverrai la source en la corrigeant, vu que c'est pas la bonne qui est indiquée ici. Et vous aurez vraiment tout Oui. le détail et la constitution du graphique, qui est vraiment, je trouve, très intéressant, vu que synthétique. Vous pourrez vous y plonger. Bon, je vais chercher sinon en parallèle sur Internet ce que ça veut dire LULUCF. Ouais, pas mal d'acronymes, hein. Ouais. Ok, merci. Donc voilà, un scénario médian, vous pouvez le retenir à environ 3 degrés, 2 degrés 8, vers lequel on serait susceptible d'aller. Ce qu'il est intéressant de noter aussi en parlant de changement climatique, c'est que, et ça a été reconnu assez tôt, tous les États de la Terre ont une responsabilité, ça c'est indéniable, parce que tous les États émettent du CO2 et des gaz à effet de serre plus généralement. Mais évidemment, cette responsabilité est partagée mais inégale. Certains États émettent beaucoup plus que d'autres. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Peut-être d'abord quelques points de comparaison ordre de grandeur pour opérationnaliser ou en tout cas rendre plus concret les tonnes équivalent CO2. On a parlé de 59 milliards de tonnes tout à l'heure, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quelques questions que je vais vous poser justement pour rendre concret la chose. Premièrement, et c'est toujours la première question la plus dure, qu'on n'a pas de point de comparaison, est-ce que vous savez, en tonnes équivalent CO2, ce à quoi correspond un an de consommation moyenne de viande d'un Français moyen? Est-ce que vous avez une idée en tête ou pas forcément? N'hésitez pas à répondre dans le chat aussi. Ce sera intéressant de voir vos avis. Pour les acronymes, je vais essayer de faire attention et de vous les décrire à chaque fois. Merci de la remarque. Est-ce que vous avez alors une idée de ce que cela pourrait correspondre en ton équivalent CO2? 2 tonnes, 3 tonnes? 3, 5 tonnes, on est entre allez, 2 tonnes et 5 tonnes? Aucune idée, bah, c'est normal, la première question c'est la plus dure. Après, vous aurez un point de comparaison. Ah, vous êtes plutôt bon, c'est environ une tonne d'équivalent CO2. Et donc maintenant, la question, c'est de savoir, justement, deuxième poste d'émission, 10 000 km parcourus par une voiture essence, c'est environ la distance moyenne parcourue par un Français
chaque année. Alors, est-ce que vous savez une tonne? Ah, merci beaucoup, Laetitia. 0,5 de tonnes, 2 tonnes, 1 tonne 5. Ah, vous êtes plutôt très bon. C'est environ 2 tonnes. Voilà, vous n'êtes pas très loin. Question toujours très critique pour les grands voyageurs. Est-ce que vous savez à combien de tonnes équivalent CO2 correspond une place pour un aller-retour Paris-Sydney en avion? Une place pour une personne, pas l'avion complet, vraiment une place pour cette destination. Alors, 4 tonnes, 2 tonnes, 0,5, 0,9 tonnes en éco, 5 tonnes, 8 tonnes, 6 tonnes. Vous êtes très bon. C'est environ 5 tonnes. C'est environ 5 tonnes. Et question fatidique, est-ce que vous savez, justement pour respecter les accords de Paris dans le scénario de 2 degrés, à combien l'empreinte carbone moyenne par un individu sur Terre devrait être limitée, tout poste d'émissions confondues, habillement, nourriture, logement, etc. Sur du 2 tonnes, 2 tonnes 5, 1 tonne, 3 tonnes. Ah, c'est 2 tonnes. Bravo à ceux qui ont trouvé. Voilà, ça pose les bases et le niveau d'ambition. Vous voyez qu'il y a, justement, pour respecter ces accords de Paris, scénario de degrés, une limite, ou en tout cas un palier, un seuil sur lequel on ne devrait pas justement dépasser, qui est de 2 tonnes, ce qui est très ambitieux par rapport justement à nos modes de vie actuels. Petite phrase évidemment assez logique, mais l'objectif n'est pas de culpabiliser les individus, mais bien de faire comprendre que des transformations systémiques s'imposent pour ce faire. Alors, question de Laurent, pourriez-vous expliquer en quelques mots ce que sont les crédits carbone issus des accords de Paris, mais qui font l'objet d'un accord à Bakou cette semaine, je crois. Alors, les crédits carbone, on pourra en parler en fin de session, si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me relancer sur ce sujet si j'oublie. Donc voilà, on va continuer avec les questions. Est-ce que vous savez lequel de ces pays émet le plus d'émissions de CO2 par habitant? Est-ce que c'est la Chine, le Qatar, l'Arabie Saoudite ou les États-Unis, selon vous? Alors, plutôt le Qatar. Chine, ouais. Donc, on est entre USA, Chine et Qatar. USA, OK. Regardez, je vous mets les chiffres. C'est le Qatar le premier, en effet, avec 35 tonnes 5, ce qui est assez considérable. Ensuite, l'Arabie Saoudite, les États-Unis et la Chine. Donc voilà, c'est des chiffres assez considérables et évidemment bien au-delà des 2 tonnes d'objectifs. Oui, je vois qu'il y a une main levée. Allez-y. Ouais, je suis juste curieuse. Est-ce que vous avez les informations sur la répartition de cet impact par grande thématique? Tu vois, par exemple, Ah, quand on pense à la oui. Chine, on pense à l'industrie, mais est-ce que le Qatar, c'est à cause de l'industrie du pétrole ou c'est que des gens au Qatar, ils prennent plus l'avion, en fait? Où est-ce qu'il y a le gros... Qu'est-ce qui pèse lourd, là? Comment on arrive à ça? Je vous montre juste après. J'ai les données pour la Ah, France et le monde. ouais, Les c'est postes ça qui est d'émission. super intéressant. C'est pas C'est le ça qui est chiffre en intéressant. soi, hein, Oui, bon. c'est quel comportement. Tu vois, est-ce que c'est la consommation? Par exemple, aux États-Unis, j'aurais pensé à la consommation, mais Hmm. des gens, il y a 83% des Américains qui n'ont pas de passeport, donc ils sont pas forcément en train de voyager à l'autre bout du monde, mais c'est plus leur consommation qui impacte et l'utilisation de la voiture. Mais Complètement. bon, Parce j'étais juste qu'ils prennent l'avion curieuse. aussi. Bah, je ferai 2 remarques, mais un peu plus tard, vous le verrez. On aura une vision vraiment globale avec tous les pays. Aussi une nuance en fonction des postes d'émission. Et troisième remarque que je ferai, c'est sur la méthodologie de calcul de cette somme. Vous verrez qu'il y a aussi quelque chose d'assez intéressant. Mais juste avant de passer à ces nuances, question, est-ce que vous savez, parmi ces pays, lequel émet le moins d'émissions de CO2 par habitant, justement? La réciproque à la précédente. Est-ce que c'est la France, le Pérou, le Pakistan ou l'Égypte? Pakistan, Pérou, ok, plutôt Pérou. Regardez, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Égypte, ce n'est pas le Pérou et c'est donc le Pakistan. Il y a aussi parfois une question qui se pose, pourquoi le Pakistan? Justement, un peu comme le disait Leslie, ça dépend à la fois du niveau de vie, du mode de développement, du nombre d'habitants.
de plein de facteurs différents. Et donc voilà, je vais tout de suite apporter une petite nuance juste après. En vous montrant cette carte, d'abord, donc voilà, là on a l'ensemble des émissions émises par chacun des pays. Je tiens à souligner que la graduation n'est pas linéaire. On part de 100 kg de CO2 équivalent à 20 tonnes. Donc voilà, c'est assez aussi intéressant de noter que c'est des émissions extrêmement inégales d'un pays à l'autre, avec des continents qui seront et qui sont déjà d'ailleurs très exposés au changement climatique et qui émettent beaucoup moins que d'autres. C'est toujours intéressant. De quand datent ces données? De 2022. Vous avez la source en bas, je crois. Ah, ou 2020, là, ici, indiqué. Vous pouvez retrouver ces données sur Our World in Data. C'est très bien fait, c'est gratuit, c'est une base de données. Oui, allez-y, Marie, vous avez une question? Oui, j'ai une petite question sur le slide précédent où on voyait en France 4 tonnes, je ne sais Oui, plus combien. J'ai eu d'autres présentations, j'ai eu 10 tonnes par an par complètement. habitant en Bah, c'est France. justement la nuance que je vais apporter tout Ah, de suite. d'accord. En fait, ce que je vous montre depuis tout à l'heure, ce sont des émissions calculées en inventaire national. Et c'est en fait pour justement vous introduire une nuance qui n'est jamais d'ailleurs précisée dans les journaux, dans d'autres présentations, ce qui est un peu dommage. Il y a deux façons en tout cas de calculer les émissions de CO2 au niveau des pays. C'est soit en prenant en compte les émissions de CO2 émises dans un pays donné divisé par le nombre d'habitants, c'est ce qu'on appelle l'inventaire territorial, soit en deuxième méthodologie, c'est de prendre en compte les importations et les exportations du pays. Par exemple, si un iPhone est produit en Chine, dans une méthode de calcul inventaire territorial, le poste d'émission sera rattaché à la Chine. Dans un mode de calcul empreinte carbone, il sera rattaché au pays de consommation. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a un gap extrêmement élevé en France. On est à 10 tonnes environ en empreinte territoriale et seulement à 5 tonnes environ en inventaire national. Ce qui est assez questionnant. En fait, ça veut dire, si on simplifie à l'extrême, qu'on a délocalisé nos émissions en même temps que notre industrie. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Juste, c'était 10 tonnes en inventaire territorial et combien 10 en... tonnes en empreinte carbone et Ouais. environ 4 tonnes 7, 5 tonnes en inventaire national. Ah, d'accord. Il y a une très bonne vidéo qui est celle-ci. On n'aura pas le temps de la passer malheureusement, parfois je la passe, mais je ne le ferai pas aujourd'hui. Vous l'aurez dans la présentation évidemment qui explique justement cette nuance et ces deux méthodologies. C'était fait par Le Monde, c'est très bien fait. Donc voilà, il y a certains pays comme la France où on passe du simple au double, d'environ 5 tonnes en inventaire national à 10 tonnes en empreinte carbone, ce qui questionne quand même pas mal. Euh, Comment? Là, c'est juste la vidéo, mais voilà, juste pour vous dire que cette vidéo serait intéressante à aller voir si vous le souhaitez. Sur les postes d'émission, les voici. C'est des données anciennes, je suis désolé, ça date de 2010, mais c'est les seules données comparables que j'ai pu trouver. Il y en a peut-être qui ont été faites plus récemment, et voilà, c'est des données du Shift Project. Dans le monde, donc les postes d'émission principaux de gaz à effet de serre, c'est un quart électricité, un quart agriculture, ensuite l'industrie, les transports, d'autres postes d'émission et les bâtiments enfin. Et au niveau de la France, c'est assez différent, notamment pour l'électricité parce qu'elle est assez peu carbonée. C'est d'abord les transports, ensuite l'industrie, l'agriculture, le résidentiel, le tertiaire, autres, et l'électricité 5%. Voilà, ça répond aussi à vos questions, j'espère, notamment Laetitia. Voilà, est-ce que vous avez des questions là-dessus avant qu'on passe à la partie suivante? C'était une entrée en matière un peu longue, mais je pense assez nécessaire. Sur les conséquences, on va y aller assez rapidement. Je pense que vous les connaissez aussi. Il y aura des conséquences pour la planète, l'environnement et les sociétés, évidemment, sur la disponibilité en eau douce, sur les sécheresses, les incendies, les inondations, l'élévation du niveau de la mer, la biodiversité, la santé des populations. Il y a une très bonne vidéo aussi du Monde que je vous mettrai dans la présentation qui, justement, permet d'en savoir un peu plus sur ces sujets et sur ces conséquences. Il y aura aussi des conséquences pour les entreprises, vous vous en doutez, sur les infrastructures et les bâtiments. C'est assez simple à comprendre sur des risques physiques. Si vous avez une usine dans une zone inondable ou un hôtel sur une zone érodée, euh, voilà, l'usine ou l'hôtel peuvent justement être amenés à être détruites ou endommagées. Des conséquences sur le prix de l'énergie, des conséquences sur les coûts des assurances. Ça, c'est aussi un gros sujet et vaste sujet
avec peut-être certaines activités qui ne pourront plus être assurées ou qui seront très chères à assurer. Des conséquences sur l'agriculture et la sylviculture avec des rendements qui pourraient décroître ou des cultures et des semences qui ne pourraient ne plus être cultivées dans certaines régions du monde. Des conséquences sur le tourisme également, avec certaines régions qui seraient justement trop chaudes pour accueillir des touristes. Et d'autres questions assez transversales sur les prix des matières premières, sur les chaînes d'approvisionnement, etc. Il y a une très bonne étude de la Commission européenne sur ces sujets, je vous l'ai mise en source également. Je vois qu'il y a une question. Alors, pas une question, mais une réflexion. Le Pakistan se trouve les racines de nombreuses problématiques en matière de droits de l'homme et de responsabilité des entreprises. Oui, en effet, l'Asie du Sud-Est, c'est vrai qu'il y a pas mal d'enjeux au niveau du droit du travail et des droits de l'homme. Donc, c'est vrai qu'il y a ces différents sujets à aborder. Très clairement, il y aurait une session la fois prochaine sur les droits de l'homme. On pourra en parler si vous le souhaitez. Voilà, donc une introduction plutôt théorique au sujet. J'espère que ça vous a permis peut-être de mettre les choses un peu plus au clair. Et on va justement maintenant voir comment une entreprise peut passer à l'action sur ces sujets, se décarboner étape par étape, quelles bonnes pratiques peuvent être mises en œuvre, quelles recommandations je peux vous donner, et aussi en fin de session, comment financer vos actions, parce que c'est parfois quelque chose qui pêche un peu, notamment dans les PME. Je vous propose une étape simplifiée en 4 étapes, justement 4 niveaux. Premier niveau, et on les balayera évidemment en détail juste après, sensibiliser ses équipes au changement climatique. Deuxième étape, réaliser son bilan carbone, scope 1, 2 et 3. Donc peut-être que ça ne parle pas à certaines personnes, on verra ce que c'est. Et fixer des objectifs, je vous donnerai quelques recommandations. Troisième étape, élaborer un plan d'action pour réduire ses émissions. Et enfin, quatrième étape, suivre ses progrès et communiquer. Une stratégie carbone, ça s'inscrit dans le temps long. C'est quelque chose justement avec des objectifs, vous le verrez, qui peuvent courir jusqu'en 2050, par exemple. Et donc, c'est quelque chose à suivre dans le temps long avec un suivi régulier des progrès et un processus d'amélioration continue avec justement des pistes de solutions qui peuvent être trouvées au fil des ans. Et donc, on verra justement comment faire. Première étape, sur la sensibilisation des équipes, c'est une étape assez essentielle. Pour tout sujet, d'ailleurs, c'est clair que lorsqu'on a des équipes, direction comprise, qui ont connaissance des sujets, des enjeux, et qui sont sensibilisés justement à ces thématiques, il est toujours beaucoup plus facile de les impliquer ensuite dans les plans d'action, de récolter leurs idées et de ne pas faire face justement à une résistance au changement. On en avait parlé lors de la session 1, je pense, qui parfois est bloquante justement en matière de RSE. Donc pour ce faire, pas mal d'outils, je pense que vous les connaissez toutes et tous. On a l'Académie. L'Académie, c'est une plateforme d'e-learnings du Pacte mondial qui propose des cours de différents niveaux, du plus débutant au plus expert, pour sensibiliser et former les salariés à ces sujets. Donc voilà, si vous souhaitez y accéder, n'hésitez pas à m'écrire si vous ne savez pas comment faire. On pourra vous donner les liens. Ou écrivez à Anne-Sophie, oui, si vous le souhaitez. Deuxième outil, ça aussi je pense que vous connaissez tous et toutes, la fresque du climat, ça permet justement de faire comprendre aux participants, ça dure 2 heures, 2 heures et demie, je crois de mémoire, l'ampleur et la complexité des enjeux liés au règlement climatique, au dérèglement climatique. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on parle vraiment des causes et on arrive aux conséquences dans toutes les facettes que cela peut revêtir. Et troisième ressource aussi assez connue, c'est l'atelier d'automne, justement qui tire son nom des 2 tonnes d'objectifs à atteindre pour respecter les accords de Paris. Donc voilà, c'est un atelier aussi de 3 heures environ en équipe qui permet de découvrir des leviers individuels et collectifs pour la transition écologique. Il y a aussi un outil qui peut être intéressant, c'est l'outil de calcul du bilan carbone personnel qui est proposé par l'ADEME, je crois. D'ailleurs, vous l'avez peut-être déjà fait. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà calculé leur empreinte carbone personnelle? Donc, je vais prendre les quelques questions si je vois. C'est bon. Ah, mince, est-ce que ça coupe chez vous? Je n'espère pas. Donc, les liens des cours de sensibilisation et de formation des salariés, oui, n'hésitez pas à nous écrire pour l'académie et Anne-Sophie va vous répondre. Voilà, c'est No Gest Climat, en effet, le site qui permet de le faire gratuitement. C'est assez bien fait. Donc, voilà, je pense que, je ne sais pas si vous étiez en dessous des 2 tonnes. C'est assez compliqué, c'est clair, mais ça permet de prendre justement en compte les enjeux, de visualiser l'ampleur du sujet. Tu as les 2 tonnes déjà fait, très intéressant. Super, intéressant d'avoir vos retours aussi. Il y a un micro allumé, je crois.
Je sais pas qui l'a. Non, c'est pas trop brillant. Donc voilà, première étape, sensibiliser vos équipes à ce sujet avec les quelques outils qu'on vous propose. Il y en a plein d'autres qui existent évidemment. Il y a des très bons ateliers, des jeux de société parfois, des vidéos, des MOOC, d'autres contenus, d'autres formats également. Mais c'est une étape assez clé pour justement ensuite engager l'action de son entreprise. Deuxième étape qui est aussi essentielle, enfin, vous verrez, toutes les étapes sont essentielles, c'est réaliser son bilan carbone et se fixer des objectifs. Alors, un bilan carbone, déjà, petite question, oui. Est-ce que vous avez déjà réalisé votre bilan carbone pour votre entreprise? C'est intéressant aussi d'avoir justement une meilleure vision de ce que vous avez fait. Alors, oui, 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 non. Depuis 2020, d'accord, ouais, super. En cours, oui, non. Ok, donc environ la moitié. Alors, Monica, je vois que votre question, je la prendrai juste en fin de session, mais je la note bien. Ok, donc plutôt oui pour vous, super. Pour ceux qui n'ont pas encore fait, vous verrez, je vous donnerai une recommandation en fin de session, justement sur un dispositif assez intéressant pour réaliser son premier bilan carbone. Le bilan carbone, pour faire simple, c'est un inventaire des émissions de gaz à effet de serre à un instant T, donc généralement sur une année. Et ça permet justement voilà, de catégoriser, de cataloguer les émissions en trois catégories, justement, qu'on va appeler des scopes, scope 1, scope 2 et scope 3. Le scope 1 va regrouper les émissions de gaz à effet de serre directement liées à la fabrication du produit. Donc les sources de combustion pour la production, des procédés hors énergie, notamment pour les activités agricoles. C'est un scope d'émission qui est très important pour les entreprises industrielles, beaucoup plus faible pour les entreprises de services. Le scope 2 va regrouper les émissions de gaz à effet de serre indirectes qui sont associées à la consommation d'électricité et de chaleur nécessaires à la fabrication du produit ou du service, évidemment. Consommation d'électricité et consommation d'énergie autre que l'électricité, notamment. Scope 3, bah, ça regroupe justement tout le reste. Donc, c'est assez large. Ça va regrouper les émissions indirectes qui sont nécessaires pourtant à la fabrication du produit sur l'ensemble du cycle de vie. Donc, les achats de produits et de services, le transport amont et aval, le transport des clients, des consommateurs, des professionnels, des équipes, l'utilisation et la fin de vie du produit. Donc, voilà, beaucoup de postes d'émissions. C'est le scope qui est le plus difficile à cartographier et sur lequel il est le plus difficile d'agir généralement parce que ça va demander des leviers qu'on n'a pas forcément au sein de son entreprise. On pourra en parler aussi pendant l'atelier. Alors, dispositif, oui, on parlera de BPI France en effet. En effet, il y a un scope 4, on ne va pas rentrer dans le détail sur lequel on pourrait discuter. On a un GT Transition écologique si vous souhaitez un peu plus creuser d'ailleurs le sujet des scopes. Pour lequel on parle des émissions évitées ou économisées. C'est en train d'être tramé. Mais voilà, on ne rentrera pas dans le détail vu que ça c'est quand même une session d'introduction au sujet. Une fois qu'on a justement réalisé son bilan carbone, il y a une étape qui est aussi importante, qui est parfois négligée par les PME notamment, c'est se fixer des objectifs. Ça peut être très délicat, très difficile, complexe. On le reconnaît tout à fait. Donc, je vais essayer de vous donner quelques éléments de réponse, des recommandations, des conseils pour vous aider à mieux élaborer vos objectifs. Et ces recommandations vont s'appuyer sur Science Based Targets, initiative que vous connaissez peut-être. C'est une initiative qui a été lancée par CDP, le Pacte mondial, le World Resources Institute et WWF, et qui vise justement à donner des recommandations aux entreprises pour fixer des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre alignés sur les attendus scientifiques et politiques d'ailleurs, pour limiter l'augmentation de la température dans un scénario 1,5 degré, donc en lien avec les accords de Paris. Est-ce que vous connaissez SBTI ou pas du tout? Peut-être avant d'entrer en détail justement sur les recommandations. Alors, ok, oui, plutôt pour la majorité, j'ai l'impression. Super. Vous verrez aussi que ça peut être assez utile parce qu'il y a une procédure spéciale simplifiée pour les PME. On en parlera un petit peu. Donc SBTI, en synthèse, ça permet donc justement de s'engager ou d'engager son entreprise sur des objectifs de réduction de gaz à effet de serre, considérés comme fondés sur la science, Science-Based Targets.
et donc voilà, conforme à la science climatique et aligné sur les accords de Paris. Il y a deux possibilités d'engagement euh, pour SBTI. En fait, on peut soit fixer des objectifs à court terme, ça veut dire 5 à 10 ans après la soumission du dossier. Ces objectifs doivent être alignés sur un scénario 1,5 degré. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à m'écrire, on pourra en discuter. Donc, première possibilité d'engagement, c'est des objectifs uniquement à court terme. Par exemple, un objectif de réduction des gaz à effet de serre à horizon 2030. Ça peut tout à fait rentrer dans ce cadre-là. Et deuxième possibilité d'engagement, ce sont des objectifs à court terme, donc d'ici 2030 par exemple, et à long terme. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on ne peut pas être engagé dans SBTI avec uniquement des objectifs à horizon 2050. Il faut forcément des objectifs à court terme, avec également un scénario aligné sur 1,5 degré de réchauffement maximum d'ici 2100. Ce que ça veut dire concrètement, c'est justement que SBTI va vous mettre à disposition des ressources pour fixer ses objectifs à court terme et à long terme. Et on va tout de suite voir comment ça se structure. Petit disclaimer tout de suite, vous n'êtes pas obligé d'être engagé dans SBTI pour profiter de ces ressources. Si vous souhaitez fixer vos objectifs sans être engagé dans l'initiative, vous pouvez tout à fait utiliser les tableaux de bord que je vais vous présenter. Ça peut être intéressant. Si vous souhaitez en plus vous engager dans SBTI, ça peut offrir une reconnaissance supplémentaire, un suivi également de vos objectifs. Donc voilà, il y a les deux possibilités qui s'offrent. Les méthodologies CI, elles sont nombreuses. Elles permettent donc, comme je disais, de fixer des objectifs de réduction des gaz à effet de serre, alignés sur les recommandations scientifiques. Vous avez à droite toutes les méthodologies qui existent, donc on va évidemment pas toutes les traiter. N'hésitez pas encore une fois à m'écrire si vous souhaitez avoir plus d'informations. On a aussi un accélérateur climat, on le verra, qui rentre beaucoup plus dans le détail de ces méthodologies. Et en fait, ce qu'il faut retenir, et ce qu'on va voir tout de suite, c'est qu'il existe actuellement deux grandes méthodologies pour définir des cibles de réduction, des objectifs de réduction à court terme, donc d'ici 10 ans, pour les émissions de scope 1 et 2. On ne traitera pas les objectifs à long terme et de scope 3 parce que c'est un peu plus complexe. Donc la première méthode, c'est la méthode qu'on appelle réduction absolue, encore une fois pour le scope 1 et 2 à court terme. Et en fait, cette méthodologie, elle implique que les entreprises réduisent toutes au même rythme leurs émissions quelle que soit la performance initiale de l'entreprise, quel que soit le secteur d'activité. Et donc voilà, si toutes les entreprises réduisent au même rythme leurs émissions, on arrivera à un scénario de neutralité carbone à l'horizon 2050. C'est le postulat qui est pris pour cette méthodologie. Dans cette méthodologie, si l'entreprise l'a choisie, ces objectifs de réduction des gaz à effet de serre vont être en fait linéaires et annuels, et ils vont dépendre justement de l'année de référence. Donc, je vous prends un exemple tout de suite. Si vous prenez comme année de référence 2020, vous souhaitez réduire vos émissions à partir de cette année-là, en fait, SBTI va vous préconiser un taux de réduction linéaire de minimum 4,2%. Vous allez justement, si vous suivez cette méthodologie, au minimum réduire vos émissions de scope 1 et 2 de 4,2% pour arriver justement avec un objectif mondial de 42% de réduction minimum des gaz à effet de serre à échelle 2030. Voilà pour la recommandation, c'est un minimum, vous pouvez évidemment aller plus loin. Si vous êtes plus bas, ça ne pourrait pas être considéré par les SBTI comme une recommandation, enfin comme un objectif aligné sur la science dans le cadre des accords de Paris. Il y a une petite question. Bonjour, peut-on être SBTI uniquement sur les scopes 1 et 2? Le scope 3 étant pour nous dispersé à l'international. Alors, je vais répondre tout de suite. Normalement, je n'aurais pas voulu forcément rentrer dans le niveau de détail, mais je vais répondre vu que c'est une question quand même intéressante. En fait, ce que demande SBTI, c'est forcément de prendre en compte le scope 1 et 2, au sens du GHG protocole, ce qui diffère un peu, et parfois ça complexifie l'exercice pour les entreprises françaises de la méthodologie GES, bilan carbone de gaz à effet de serre, qui est obligatoire pour certaines entreprises en France à partir d'un certain seuil. Donc voilà, c'est vraiment le GHG protocole qui est reconnu pour être validé par SBTI. En fait, à court terme, le scope 3 doit également être intégré s'il représente plus de 40% des émissions totales de l'entreprise, ce qui est généralement toujours le cas pour des entreprises de services. Et les objectifs de scope 3 peuvent être alignés non pas à un scénario 1,5, mais à un scénario 2 degrés. Donc c'est un peu plus flexible justement là-dessus, parce qu'évidemment, SBTI reconnaît que c'est extrêmement dur, d'une part d'identifier ces émissions et d'autre part de les réduire. Donc il y a une petite marge de manœuvre qui est permise pour l'entreprise. Encore une fois, si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à m'écrire, on pourra tout à fait s'appeler et je pourrais vous donner des recommandations un peu plus spécifiques à ce sujet. Donc voilà, première approche, c'est l'approche de réduction absolue. C'est une recommandation de réduction des gaz à effet de serre identique pour toutes les entreprises dans le monde, quel que soit leur secteur d'activité.
Et si vous avez l'année de référence 2020, ça va être de 4,2% au minimum par an. Il y a un outil très utile que je vous recommande très fortement de consulter. C'est justement un outil qui est offert par SBTI qui s'appelle la Corporate Near-Term Tool. C'est le premier lien que je vous ai indiqué dans le support d'activité. En fait, c'est un tableau Excel où vous n'avez à remplir que quelques informations très succinctes. L'année de référence, vos émissions de scope 1 et 2, votre bilan carbone le plus récent, et l'outil va calculer pour vous vos objectifs de réduction de carbone. Donc c'est très très bien fait. Ça peut être fait en vraiment quelques secondes et ça vous permet d'avoir vos objectifs préélaborés par SBTI. Donc voilà, très utile. À court terme, donc, par exemple pour des objectifs d'ici 2030. Il y a aussi un outil pour le long terme, mais on ne le traitera pas. Oui, Laetitia? Oui, j'ai une remarque sur l'année 2020. En fait, vu que l'année 2020 a été un peu perturbée, c'est pas forcément la bonne année de référence. Potentiellement, c'est mieux de démarrer sur 2021 si on veut montrer qu'effectivement, après, on diminue. Voilà, soit on part de 2019 ou 2021. Ouais, si on peut, même 2019, je pense que c'est mieux pour montrer qu'on est quand même à terme sur la bonne approche. Une bonne Je sais pas remarque, ce en que vous en effet. pensez. Non, c'est une bonne remarque. En effet, c'est vrai que 2020 et même 2021, ça a été assez perturbé par le Covid. Si vous avez des bilans carbone plus récents, c'est toujours mieux. Un peu plus anciens, ça peut aussi être pertinent. Ce que permet SBTI dans cet outil, c'est de considérer des bilans carbone faits après 2015. Donc, vous pourrez prendre tous les bilans carbone après 2015, pas avant. Donc, c'est assez aussi intéressant de le savoir. Donc, je vois une question de Marie, Gilbert de Univags. Oui, c'est accessible sans engagement. Vous pouvez tout à fait consulter ces outils gratuitement. Vous pourrez les consulter en cliquant sur le support que je vous enverrai ou directement sur le site de SBTI. Alors désolé, je n'aurai pas le temps de faire un point sur le décret tertiaire en France, mais si vous avez envie d'avoir une réponse spécifique à une question, n'hésitez pas à m'écrire. Deuxième méthode, donc voilà, première méthode, c'est justement des baisses de gaz à effet de serre linéaires pour toutes les entreprises, quel que soit leur secteur, quel que soit leur pays. C'est la méthode absolue. Deuxième méthode, c'est la méthode d'intensité sectorielle. Là, en fait, cette approche, elle va se baser sur des scénarios sectoriels qui ont été élaborés par l'Agence internationale de l'énergie, l'IEA. Et c'est une approche qui va permettre de définir des cibles de réduction de gaz à effet de serre par secteur d'activité. Donc, c'est très intéressant. En fait, cette approche reconnaît que certains secteurs d'activité vont devoir davantage contribuer à la réduction des gaz à effet de serre parce qu'ils sont par définition plus carbonés que d'autres. Et donc, SBTI propose également des outils qui permettent de calculer vos objectifs de réduction des gaz à effet de serre par secteur d'activité. À savoir que malheureusement, tous les secteurs d'activité ne sont pas encore couverts. Vous avez à droite les secteurs d'activité qui le sont, en vert, avec l'habillement et les chaussures, le ciment, les institutions financières, les forêts, terres et agriculture, les technologies de l'information et de la communication, les activités maritimes, l'énergie et l'acier. Il y a certains benchmarks qui sont également en cours d'élaboration et d'autres qui devraient l'être dans les années à venir. C'est extrêmement intéressant cette approche parce que ça vous permet d'avoir des objectifs, à mon sens, plus pertinents liés à vos secteurs d'activité. Il y a aussi des outils qui existent, des tableaux Excel aussi. Vous pouvez y accéder directement sur le site de SBTI. Donc, vous avez le tableau Excel pour le secteur du ciment. Vous le téléchargez. Pareil que ce que je viens de vous montrer, vous indiquez votre dernier bilan carbone, vos émissions de scope 1 et 2, et 3 d'ailleurs également. Si c'est un objectif à court terme ou à long terme, et SBTI calcule pour vous justement les targets à atteindre. Très bien fait aussi, et gratuit et accessible librement. Ce qu'il faut savoir, c'est, donc voilà, encore une fois, comme j'ai dit, soit vous pouvez accéder gratuitement à ces ressources, soit vous pouvez également vous engager dans SBTI, ce qui vous permettra d'avoir une validation de vos objectifs par les scientifiques et par les équipes de SBTI. C'est toujours aussi assez intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut coûter un peu cher pour les grandes entreprises, mais il y a une démarche simplifiée pour les PME qui coûte beaucoup moins cher, qui est assez peu connue, donc c'est dommage. Donc voilà, je trouvais intéressant de vous en parler. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les PME, la procédure d'engagement dans SBTI peut être simplifiée parce qu'elles peuvent avoir le choix justement de choisir justement des objectifs de réduction des émissions prédéfinis. Il y a plusieurs options donc, qui s'affichent. Une option 1 avec 50% de réduction des émissions absolues de scope 1 et 2 en 2030 avec une année de référence 2018
Voilà, ça peut être une option. Option 2 avec 46%, année de référence 2019, et une option 3 avec 42%, année de référence 2020, 2021, 2022. Donc c'est aussi assez intéressant. Les PME, remarquent, peuvent également fixer des cibles de réduction à long terme en prenant en compte le scope 3, en utilisant une méthodologie simplifiée. Là-dessus, vous le verrez, je vais vous mettre une ressource très utile. Encore une fois, je suis désolé si c'est frustrant, mais on ne peut pas tout aborder, qui pourrait vous intéresser. Hop. Vous avez ici les tarifs qui s'affichent en dollars. Désolé, on faudrait faire l'équivalence en euros. Mais voilà, les tarifs justement qui s'affichent pour s'engager dans SBTI. Donc voilà, c'est très dépendant de la taille de l'entreprise. Pour des cibles de réduction à court terme, pour une PME, c'est 1 250 $. Auquel cas, si vous souhaitez ajouter des cibles de réduction à long terme, c'est encore 1 250 $, ça fait 2 500 $ si vous souhaitez des cibles court terme et long terme. Pour les plus grosses entreprises, c'est beaucoup plus cher, évidemment. N'hésitez pas aussi à nous écrire si vous souhaitez avoir plus d'informations là-dessus. On a un de nos collègues qui est en charge justement de ce sujet précis. Si vous souhaitez aller plus loin, on a 2 guides très bien faits qui justement expliquent en détail la méthodologie SBTI. On a le guide pratique Renforcer l'ambition climat des entreprises, sur lequel d'ailleurs je me suis basé pour cette présentation, qui est vraiment très très bien fait, bien structuré et très compréhensible même pour des entreprises qui débutent sur ce sujet. Et il y a également un deuxième document qui est en anglais seulement, malheureusement, désolé, sur la façon dont vous pouvez fixer des objectifs justement alignés sur la méthodologie SBTI. C'est aussi assez bien fait. Je vous mettrai les liens dans la présentation. Alors, ces guides, donc le premier est en français. Il a été traduit par nos collègues au Réseau France. Le deuxième est malheureusement uniquement disponible en anglais à ma connaissance. Donc, sur les activités multisectorielles, est-ce qu'on doit choisir un seul secteur? Doit-on pondérer? Comment fait-on? Ça va être dépendant du secteur à ma connaissance. N'hésitez pas à m'écrire aussi, je pourrais vous donner une réponse plus spécifique. Mais typiquement, dans le cadre de l'acier, par exemple, on va demander à l'entreprise de calculer le pourcentage d'acier dans ses activités, etc., enfin d'activités associées à l'acier, etc. Donc ça peut être dépendant. Donc parfois, il faut en effet pondérer. Vous pouvez m'écrire si vous souhaitez plus d'informations. Sur ce sujet, on a un accélérateur justement un peu sur le même format que l'accélérateur PME qui est entièrement dédié à SBTI et aux objectifs de réduction des gaz à effet de serre. C'est un programme de 6 mois qui est ouvert aux entreprises membres du Pacte mondial, dont vous faites partie évidemment, et donc voilà, qui propose de représenter SBTI et de commencer à réfléchir pour vous à des objectifs justement de réduction de gaz à effet de serre. Il y a les équipes, il y a des consultants de SBTI qui interviennent, je crois, des consultants canadiens. Donc, vous pouvez directement leur poser vos questions. C'est très intéressant aussi. Voilà, avec des sessions à la demande, des sessions en ligne, un peu comme l'accélérateur PME. Les inscriptions sont ouvertes en début 2025, février-mars, et le début, voilà, dans le premier semestre 2025 également. Ça peut être une bonne continuité, justement, après l'accélérateur PME, par exemple. Donc voilà, quelques recommandations sur les objectifs de réduction de gaz à effet de serre. C'est une étape assez complexe pour tout vous dire, et qui demande pas mal de réflexion. Mais je pense que SBTI, ça fait un très bon cadre, une très bonne structure et de bonnes ressources pour vous aider, notamment, encore une fois, avec les tableaux Excel qui sont très bien faits, synthétiques, et qui, en 2-3 clics, permettent d'avoir une première idée, en tout cas, des objectifs sur lesquels vous pourriez vous engager. Une fois qu'on a son bilan carbone et ses objectifs, l'idée, ça va être voilà, de faire le plus dur également, de décarboner son entreprise, de mettre en place des actions pour atteindre ses objectifs. Sur ce sujet, je vais vous donner plutôt des recommandations. C'est aussi assez propre à chaque entreprise et à chaque secteur d'activité. Ça demande parfois d'être accompagné d'un expert extérieur. Mais voilà, quelques recommandations de bon sens. Premièrement, sur les quick wins, les victoires rapides, qui permettent voilà, de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, d'économiser de l'électricité également assez rapidement. Ça avait été communiqué par le gouvernement lors de la crise énergétique de 2022, je crois. D'ailleurs, vous les mettez déjà assez largement en place, je pense. C'est limiter le chauffage et la climatisation l'été, c'est réduire l'utilisation d'eau chaude dans les bureaux, c'est parfois inciter au télétravail avec une attention à souligner sur l'effet rebond lorsqu'on a tous les salariés dans un bâtiment unique, VS versus lorsqu'on a tous les salariés chez eux. Est-ce que c'est forcément favorable pour des émissions de gaz à effet de serre? C'est à calculer, ce n'est pas toujours le cas. C'est privilégier le train plutôt que l'avion. C'est inciter au transport en commun, au vélo, au covoiturage.
Voilà. C'est plutôt des activités, des actions de bon sens que vous mettez déjà en place généralement dans vos entreprises. Pour aller plus loin, c'est justement assez nécessaire de s'interroger sur les actions qui ont vraiment un impact sur vos émissions de gaz à effet de serre, sur les procédés industriels pour les entreprises industrielles, sur l'utilisation d'énergie renouvelable, sur les achats également. Les achats, c'est environ 60% du chiffre d'affaires d'une entreprise et c'est un facteur, en tout cas un poste d'émission considérable. Donc, 4 axes sur lesquels réfléchir et dans l'idée de faire un plan de décarbonation. Une ressource que je vous mets à disposition également, qui est mise à disposition gratuitement par EDEM, c'est ce guide qui est assez bien fait également, qui vous permet justement de réfléchir à un plan de transition, qui vous permet d'identifier une première liste d'actions à mettre en œuvre, comment les sélectionner, quelles sont les actions les plus pertinentes, qui ont le plus d'impact, et comment estimer également le potentiel de réduction des émissions de ces actions. C'est aussi bien fait, et c'est en libre accès, donc n'hésitez pas à le consulter. Et enfin, dernier petit volet avant de passer aux questions-réponses sur le financement des investissements. Une fois qu'on a listé les actions qu'on souhaite mettre en place, ça nécessite évidemment parfois des investissements conséquents, notamment dans les secteurs industriels, avec des outils industriels qui sont parfois à remplacer, à rénover ou à transformer. Et ce qu'il faut savoir, et c'est malheureusement assez triste, c'est qu'il y a pas mal d'aides qui existent, et de subventions et de prêts, mais il y a un non-recours qui est considérable de la part des PME notamment. Donc je vais vous en présenter quelques-unes. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est il y a une plateforme qui a été mise en place par le ministère de la Transition écologique, qui s'appelle la plateforme Transition écologique et qui liste l'ensemble des aides, des prêts et des subventions publiques auxquelles ont droit justement les PME. C'est très bien fait, ça permet en quelques clics, en remplissant son numéro SIRET, d'avoir accès aux aides auxquelles l'entreprise est éligible. Et voilà, j'en ai mis quelques exemples. On a des crédits d'impôt, on a des primes à la conversion, des subventions de l'ADEME, des prêts verts ADEME, des prêts Action Climat. Au total, il y a plus de 250 aides qui existent. Et donc, il y aura forcément des aides auxquelles vous aurez droit. Ensuite, il y a des dossiers parfois administratifs un peu complexes à mettre en place et à remplir. Mais en tout cas, sachez qu'il y a très certainement des aides auxquelles vous avez droit pour ce faire. Donc, il y a plein d'aides. Vous pouvez les voir dans le support de présentation. J'en ai mis quelques exemples. Et voilà. Et enfin, un dispositif, on en parlait dans le chat tout à l'heure, qui peut vous intéresser si vous n'avez pas encore réalisé votre bilan carbone. C'est opéré par BPI France, c'est subventionné par l'ADEME. C'est le DIAC Décarbonation. Ça permet aux PME, désolé, de mesurer leurs émissions de gaz à effet de serre, scope 1, 2 et 3, d'élaborer un premier plan d'action et de mettre en place aussi ses premières actions dans l'entreprise. On en a eu beaucoup de bons retours. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Il y en a peut-être d'ailleurs qui ont déjà profité dans le chat. N'hésitez pas à partager. Et le coût de revient est assez bon, vu que c'est avantageux, parce que c'est 4 000 € hors taxe pour les entreprises de moins de 250 salariés et 6 000 € hors taxe pour les entreprises de 250 à 499 salariés. C'est assez avantageux par rapport à d'autres dispositifs qui existent, opérés par des cabinets privés notamment. Petit point avant de passer aux questions-réponses. Gardez en tête qu'on a traité le changement climatique aujourd'hui. Il y a d'autres sujets environnementaux qui existent évidemment. On n'aura pas le temps de les traiter dans l'accélérateur, mais il y a la biodiversité, la gestion de l'eau, les ressources naturelles et pas mal d'autres sujets. Donc voilà, si vous souhaitez vous engager pleinement dans la transition environnementale, écologique, pensez à agir sur le climat notamment avec les recommandations que je vous ai données aujourd'hui, mais aussi à agir sur les autres sujets si vous en avez les possibilités. Une toute petite étude de cas très rapidement. Voilà, mécanique précision, donc la PME qu'on avait vue lors des 2 premières sessions, qui souhaite réaliser son bilan carbone. Donc voilà, vous pourrez consulter cette étude de cas, mais l'idée, c'est justement mécanique précision qui fait appel à un cabinet de conseil pour réaliser son bilan carbone scope 1, 2 et 3 et l'aider à fixer des objectifs. Le bilan carbone de mécanique précision est estimé à 5 000 tonnes d'équivalent CO2, avec des postes d'émissions conséquents relatifs aux procédés industriels et au déplacement de ses commerciaux. Donc en lien avec le cabinet de conseil, mécanique précision prévoit des investissements importants pour améliorer ses procédés et remplacer sa flotte de véhicules commerciaux. Et une partie de ces investissements seront financés par des aides publiques pour opérationnaliser ce qu'on a vu juste avant. Voilà, je vais prendre les questions désormais, juste avant de passer à l'atelier pratique. Je vois qu'Élise, vous avez une question. Alors, c'est pas forcément une question, c'est juste une petite précision sur BPI France. Ça peut être très bien, mais il faut faire quand même attention parce que c'est un diagnostic qui est valable 5 ans
et qui ne peut être fait que tous les 5 ans. Donc, si on veut avoir un suivi tous les ans, par exemple, une entreprise qui veut faire son bilan carbone tous les ans pour justement bien suivre la trajectoire, il faut passer quand même par un autre organisme derrière. Donc, il y a cette limite-là. C'est super intéressant, c'est très avantageux, mais il y a quand même cette limite-là si on veut avoir un vrai suivi tous les ans, mais rien ne nous empêche de le faire tous les 5 ans. Voilà. Ouais. Ouais, bonne remarque, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais en effet, ce n'est pas un dispositif qui est réplicable tous les ans. Si vous souhaitez faire votre bilan carbone tous les ans, ça ne sera pas possible. Valérie? Oui, en ce sens, ce qui n'est pas possible, c'est la subvention. Mais comme ce sont des cabinets choisis par BPI, on peut les engager à travers la BPI pour être subventionnés ou pas. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez déjà épuisé votre quota de subvention dans la BPI, vous pouvez passer par des cabinets, pour en citer un, d'EDF, par exemple, Urbanomy. Les coûts ne vont pas être si dépassés par rapport au coût initial que propose la BPI, et vous pouvez faire votre suivi annuel comme vous voulez sur des plateformes comme par exemple Zami. C'est juste un exemple, mais c'est pour dire ce qui est tous les 5 ans, c'est la subvention. Mais on peut faire appel au même cabinet, continuer. En revanche, on ne sera pas suivi ni aidé. Ben, merci beaucoup de la précision. Super, ben, merci à tous ceux et toutes Une celles qui question, nous ont... Laurent. Oui. Vous expliquez en quelques mots ce que sont les crédits carbone issus des accords de Paris Ah oui, on avait une question sur les crédits carbone, en effet. de Laurent Alors, est-ce que Pérez. Laurent, vous êtes toujours là? Peut-être pas. Bah pour y répondre en quelques mots, en fait, dans les scénarios justement de neutralité carbone qui sont élaborés, on a parfois la notion de crédit carbone. Et en fait, l'idée, donc il y a deux notions. Il y a soit la notion de crédit carbone au niveau des entreprises, soit au niveau des États. Au niveau des États, l'idée, c'est, dans le cadre de la neutralité carbone, en fait, ça serait très compliqué, voire impossible, d'atteindre un net zéro, en tout cas zéro émission de CO2 et de gaz à effet de serre au niveau mondial. Donc, il y a cette idée justement de compensation où on estime qu'il y aura un certain nombre d'émissions qui seront incompressibles et qu'il faudra justement soit capter, soit séquestrer, ou en tout cas compenser pour atteindre un net zéro, donc un bilan net entre ce qui est positif et ce qui est soustrait ou extrait ou séquestré au niveau des émissions de CO2. Je ne sais pas si c'était ça, c'est votre question au niveau des États et des accords de Paris, Laurent, si vous êtes toujours là. Quoi que l'on sache, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire. On va tout de suite passer à l'atelier pratique. Je remercie toutes celles et tous ceux qui nous ont rejoints donc, pour la partie formation théorique et je vous dis à la prochaine.